Bernard-Henri Lévy, 66 ans. Hydre à 6 têtes. La tête et les jambes, le témoin et l'acteur, le scribe et le soldat. Poursuit le rêve fou d'en réussir la synthèse. Y parviendra-t-il ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? C'est une question. Tout va bien. Pour moi, tout va bien, en tout cas. Bonsoir, Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Très heureux de vous recevoir. Tout le monde vous connaît. Votre nom est même devenu un acronyme. 3 lettres aussi qui nourrissent beaucoup de fantasmes. On ne va pas débattre ce soir ensemble du tout. On va essayer de comprendre ce qui, aujourd'hui, fait la personne que vous êtes. Une personne qui est entrée dans le dictionnaire, vous avez vu ça dans le Larousse 2016. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, non, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'ai vu ça il y a quelques jours, comme vous. Et voilà, mais sans plus. Sans plus. Il y a tellement de choses plus importantes que d'entrer dans le Larousse. Il y a tant de choses qui m'ont fait plus plaisir dans les dernières années, dans les dernières décennies. On va revisiter tout ça ensemble. Et je vais d'abord vous expliquer, comme c'est la tradition dans cette émission, pourquoi je vous ai invité, Bernard-Henri. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit que quelqu'un qui s'était rendu sur toutes les zones de guerre de la planète allait devoir à présent s'intéresser au seul conflit sur lequel il semble n'avoir aucune prise, celui qui l'oppose, lui, au reste du monde. Un combat qui dure depuis 40 ans et dont on ignore encore si la seule victime, à savoir vous, Bernard-Henri, est consentante. Ça, c'est la première raison. Autre raison, vous êtes un danger pour la nature. Votre père a fait fortune en coupant des arbres et en vendant du bois. Quant à vous, avec 41 ouvrages publiés et des centaines de milliers d'exemplaires écoulés, vous avez continué l'œuvre de déforestation familiale avec un sens aigu du devoir. Alors si la pensée philosophique vous remercie, la forêt amazonienne vous maudit. Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous êtes un vecteur de stress pour les combattants du monde entier. Lorsque vient le moment du retour, je rapporte avec moi un message, une sorte de lettre. On vous voit venir de loin et votre arrivée sur un champ de bataille dans votre uniforme de campagne, chemise blanche et veste noire, signifie généralement que le conflit est sur le point de s'internationaliser. Autre raison, vous n'avez pas tué le père, comme on dit en psychanalyse, de lui qui vous a tout donné, vous dites, comme tous les héros, il était modeste et discret. J'ai pas une oreille, j'ai une parole. Voilà. Et une grande gueule, et je l'ouvre. Alors finalement, comment faire pour assouvir le but d'une vie, devenir un véritable héros, quand on est comme vous, si peu discret? Et puis la dernière raison, c'est que vous êtes inclassable. Vous faites de la philosophie sans être professeur, de la politique sans être élu, du reportage sans être journaliste, de la diplomatie sans être diplomate. Bref, vous faites du BHL. Et je voudrais percer le mystère de ces 3 lettres. 3 lettres qui attirent fantasmes et clichés, mais dont ce soir, j'aimerais saisir la part de vérité. On est partis ensemble, Bernard-Henri ? Oui. Permettez-moi un mot simplement. Mon père n'a pas fait fortune dans la forêt amazonienne et n'a pas fait fortune en coupant du bois. Ça, c'est une rumeur qui court depuis des années, qui est partie des si on peut appeler ça des cercles dieudonistes, mais enfin, c'est faux. Donc, je ne peux pas laisser dire cela. Et vous savez, Marc-Olivier Fogiel, on peut dire à peu près ce que l'on veut sur moi, et on ne s'en est pas privé, mais je n'aime pas qu'on s'en prenne aux disparus, et en particulier à ce disparu-ci, c'est-à-dire mon père, André Lévy, qui n'était pas l'homme que j'ai vu présenter si brièvement et de manière si désinvolte dans le début de ce reportage. Voilà. Après, on peut commencer. On va revenir évidemment à votre père, dans un chapitre qu'on a appelé « Mon père, ce héros ». On va commencer avec une image inédite, une image de vous, comédien, Bernard-Henri Lévy. Ça date de 1978. Vous aviez déjà sorti un premier livre à ce moment-là. Et là, vous êtes dans une série sur TF1, une adaptation du roman de Louis Aragon, Aurélien. Vous avez quel âge, Bernard-Henri ? J'ai 28 ans. Louis Aragon m'avait proposé ce rôle dans un film tourné par Michel Favard
alors que je n'avais pas encore écrit La barbarie à visage humain. Et donc j'avais accepté parce que ça me semblait amusant et intéressant d'incarner un personnage d'Aragon que j'admirais au plus haut point. Et la seule chose que je n'avais pas prévue, c'est que le film, à cause des délais, sortirait sur TF1 le jour même de la parution de La barbarie à visage humain. Ça commençait bien. Absolument. Alors, tu sais ce que c'est que l'amour, petit? Je vous interdis de m'appeler comme ça. D'ailleurs, c'est pas ça le problème, vous le savez bien. On aime ou on n'aime pas. Et si on se trompait? Si l'amour n'existait pas? Si vous aimiez Bérénice, vous parleriez pas comme ça. Regarde, Claude Monet n'aime pas les fleurs fanées. Moi non plus. Non, mais lui, c'est pire. Ses jardiniers viennent toutes les nuits. Ils enlèvent les fleurs mortes, ils les changent toutes parfois. Alors le jardin est tantôt rose, tantôt jaune, tantôt bleu, ça dépend. Je peux rester avec toi? Si tu veux. Oui. Ben écoutez, vous êtes plus pudique que TF1 à l'époque parce qu'elle était un peu plus longue et haute que ça. Et en effet, ça avait fait très mauvais genre de publier un livre, un essai important le jour où paraissait cela. C'était une sorte de mauvais hasard objectif. C'est vrai que les choses ont démarré pour moi sur une sorte de malentendu. Voilà. Vous parliez de votre père. Oui. Évidemment, on ne peut pas commencer cette émission sans en parler. On a intitulé ce premier chapitre « Mon père, ce héros ». Parce que, évidemment, quand on se pose la question régulièrement de la raison pour laquelle vous pesez sur le cours de l'histoire, qu'est-ce que vous faites dans ces conflits dont vous vous mêlez, alors qu'on ne vous demande pas forcément votre avis, il y a des débats enflammés là-dessus, mais on ne peut pas comprendre tout ça si on ne s'intéresse pas à votre père, André Lévy. C'est qui André Lévy? Il est né en Algérie et il a fait fortune plus tard, on va voir comment, mais il a commencé très pauvre. Oui, il est né pauvre et d'une pauvreté dont je crois il est difficile de se faire une idée aujourd'hui dans la France du XXIe siècle. Une très très grande pauvreté. Et je me rappelle d'ailleurs, je suis allé dans le village où il est né il y a une vingtaine d'années. J'ai retrouvé sa maison, sa chambre, qui était une pièce au sol en terre battue, dans une petite maison, dans une rue par laquelle passait tous les dimanches le défilé de la Légion étrangère, et à Mascara. Et il a été élevé dans la plus grande pauvreté. Voilà. Et il fait partie de ces hommes qu'on appelle des self-made men. Il a fait sa vie et sa fortune, en effet, à la force du poignet. Et moi, j'aime l'idée qu'on soit sa propre œuvre, qu'on se façonne soi-même, qu'on ne laisse pas ni les circonstances, ni le destin, ni la famille, ni l'héritage vous faire vous-même. Cet homme-là que vous voyez, qui était un homme admirable, il était beau d'abord. Là, c'est à la fin de sa vie, mais il était encore très beau. Et il a commencé son existence par un acte de rébellion contre sa famille, contre son milieu, contre la France de la non-intervention en Espagne, puis contre la France qui se couchait devant Vichy et devant Hitler. Et oui, vous dites, mon père ce héros, vous n'avez pas tort, parce que je le pense. Je pense qu'il était en effet un jeune héros. Oui. Il a quitté l'Algérie en 1938, il avait 18 ans, pour combattre donc aux côtés des Républicains contre la dictature de Franco, dans la guerre civile donc d'Espagne. Vous avez retrouvé une citation d'un général qui rendait hommage à votre père, le général Diego Brosset. Et c'était à propos de la bataille de Monte Cassino, quelques années plus tard. Je le lis, hein. Ambulancier toujours volontaire, de jour comme de nuit, quelle que soit la mission, à assurer les évacuations sous les tirs de mortier avec un mépris total du danger, allant à plusieurs reprises chercher les blessés dans les lignes sous le feu violent de l'ennemi.
C'est ce héros qu'il décrit indéniablement. Quand je lis ça, j'ai l'impression qu'on peut aussi parler de vous, qui vous inspire et vous l'être d'une certaine manière, pour dire les choses simplement, à sa hauteur, où vous essayez de l'être? Oui, mais je suis très loin d'être à sa hauteur parce que Diego Brosset, dont vous venez de citer les mots, c'est une légende de la France libre. Et en effet, je ne peux pas entendre ces mots de Diego Brosset, du général Diego Brosset sur mon père, sans une très grande émotion. Et la bataille de Monte Cassino, ça a été une des batailles les plus dures de la Seconde Guerre mondiale et de la libération de la France contre le nazisme. Et c'est là, en effet, que mon père faisait partie de ces quelques volontaires, très rares, qui allaient sur ces pitons de Monte Cassino chercher les camarades tombés, les ramener, en prenant des risques inouïs. Donc, non, je ne suis pas du tout à... Je suis très, très, très loin d'être à cette hauteur-là. Mais vous essayez de l'être. J'essaie de l'être. Enfin, disons en tout cas que j'ai eu la très grande chance d'avoir auprès de moi, tant qu'il était là, et puis d'avoir encore auprès de moi, maintenant qu'il n'est plus là, un père magnifique et un héros vivant. Et un héros de chair et d'os, et un héros qui n'était pas seulement un héros pour les livres, un héros qui me parlait, qui d'ailleurs, je dis me parlait, non, il parlait très peu. C'était un taiseux, comme on dit aujourd'hui. Et pour moi, pour un écrivain, c'est une chance, c'est un privilège immense. Et en même temps, un fardeau, bien sûr, parce qu'il y a forcément l'idée de ne pas être totalement indigne d'un père comme celui-là. Il vous a obligé. Oui. Noblesse oblige. Lévy oblige. André Lévy oblige, oui. Depuis ma toute première jeunesse, depuis mon départ pour le Bangladesh en 1971, je pense, oui, puisqu'on est sur un divan, que j'ai dû vivre avec au-dessus de moi cette étoile-là, cette figure tutélaire, cet ange bienveillant. Ce père, il est né dans une pauvreté qu'on ne peut même pas imaginer. Il est devenu l'une des plus grosses fortunes de France à un moment donné. Ce parcours-là aussi, il vous a impressionné? Non, parce que l'argent, le pouvoir ne sont pas ce qui m'impressionne le plus. Marc-Olivier Fogiel, c'est comme ça, c'est pas, je ne les méprise pas, mais ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est les qualités d'âme qu'avait cet homme. Pour ça que ça me rend fou quand je vois les raccourcis comme ceux qu'on a vus tout à l'heure et qu'il m'arrive de lire dans certains livres. C'est une des rares choses qui me mettent hors de moi. C'est quand je sens, quand je vois, quand je lis que cet homme-là est diffamé. J'aime pas ça. Loin de nous l'idée de le diffamer. Mais ce qui est assez amusant, vu de la place où je suis, c'est le manque de distance avec l'humour. Dans le reportage, c'était une pointe d'humour. Et ça, on ne peut pas dire que l'humour, c'est ce qui vous caractérise immédiatement. Mais ça dépend sur quoi. En tout cas, vous avez une ultra-sensibilité sur votre père. Un mot là-dessus, sur votre père. Il y a un nom qui est très lié à l'histoire familiale, c'est François Pinault. Il s'est associé avec lui. Pinault a dit, oui, en parlant de vous, la raison pour laquelle il a accepté de s'associer avec son concurrent, d'une certaine manière, je n'ai jamais vu une telle affection d'un fils pour un père, et c'est ce qui m'a poussé à me rapprocher de mon concurrent. Oui, je ne connais pas cette citation, mais c'est... affection entre ce fils et ce père, il avait raison. Qu'ils aient été concurrents, c'est vrai aussi, puisque je crois que François Pinault et mon père ont été rivaux pendant des années et des années. À la fin de la vie de mon père, ils se sont rapprochés, en effet. Et il y a eu entre ces deux hommes-là, qui étaient les deux dans leur métier, qui étaient à l'époque les métiers du bois, qui étaient probablement les deux personnages les plus importants de tout ça, ils étaient concurrents et il y avait en même temps une estime réciproque. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la loyauté et de la vérité, plus que des coups bas. Et en effet, lorsque le moment est venu, lorsque mon père a été fatigué, etc., François Pinault s'est associé à lui, c'est vrai. Et vous avez servi d'intermédiaire à ce moment-là. Ce lien assez particulier qui vous unit à un père,
Philippe Grimbert, notre psy, enfin il est psy dans la vie, mais il collabore. Ah, le psy au ici, divan. c'est vous. Non, moi j'essaie de vous écouter. Bon. En tout cas, lui, c'est le vrai psy. Là, c'est la définition d'un psy. Un psy essaye d'écouter. Alors, vous voyez, peut-être que je vais le devenir. En tout cas, lui, c'est un vrai. Et ce lien particulier qui vous unit à votre père, il met le doigt dessus. Cher Bernard-Henri Lévy, quelqu'un a dit à votre propos « Un danger le guette, la mode, mais la souffrance amie d'effort le sauvera. Quand ce dandy s'apercevra qu'il possède en lui-même ce qu'il cherche, il reviendra à sa rencontre. Le voudrait-il qu'il n'échapperait pas au feu qui le brûle? Peut-être me trompais-je, peut-être cédera-t-il aux séductions du siècle au-delà du temps qu'il faut leur accorder, mais j'en serais triste. Ce quelqu'un n'est pas un psychanalyste, encore qu'on pourrait le penser, c'est un homme d'État, François Mitterrand. Serait-il triste, aujourd'hui, en pensant à vous? Non, sans doute. Car même si on peut avoir le sentiment que vous cédez parfois aux séductions du siècle, comme il le dit, ce n'est qu'en surface. Car vous n'échappez pas au feu qui vous brûle. Vous allez même à sa rencontre, sans cesse, dans tous les lieux du monde qui s'embrasent. J'ai le sentiment que l'ambivalence qui s'exerce à votre égard, qui vous vaut autant d'admiration que de détestation, s'explique par la dualité même de votre personnalité. L'idéaliste et le fortuné sont les deux aspects contrastés de l'image paternelle. Cet idéaliste, devenu fortuné, qui continue d'exercer sur vous ses effets. Ils se sont succédés chez lui dans le temps. Chez vous, ils cohabitent. Bon, voilà une analyse. Peut-être, oui. Peut-être. En tout cas, la citation de François Mitterrand m'émeut. Je l'avais oubliée et elle m'émeut, je la trouve belle. L'idéaliste devenu fortuné qui cohabite en vous, vous nous direz la part du vrai et du faux là-dedans. En attendant... Il y a tant de choses qui cohabitent en moi. Si c'était seulement l'idéaliste et le fortuné, il y en a tant d'autres. Vous diriez quoi d'autre qui cohabite en vous? Ah ben tout, la raison et la folie, l'enfant et le vieillard, je ne sais pas, l'écrivain et l'amateur de vie. Il y a un grand philosophe qui était Friedrich Nietzsche qui disait qu'un homme, c'est un rendez-vous de personnes, que c'est une volière. Moi, j'ai parfois l'impression que je suis une volière, qu'il y a des oiseaux, que ma tête, c'est comme une cage où il y a des oiseaux fous qui se bécotent parfois les uns les autres et qui se battent souvent les uns contre les autres. Voilà. Le sujet que vous êtes, quel père il est? Vous avez 2 enfants, Justine, 43 ans, Antonin, 35. Je ne sais pas quel père je suis. J'espère un pas trop mauvais père. J'espère avoir été un bon père. J'espère. Voilà, et puis... Arrêtez d'essayer de réfréner comme ça vos émotions, Bernard-Henri. Vous savez, c'est pas grave d'avoir des émotions. Oui. Mais je crois que j'ai pas été trop mauvais néanmoins, parce qu'il y a une chose en tout cas qui est le test. C'est d'abord que mes enfants sont merveilleux l'un et l'autre, sont moralement merveilleux. Et puis, ce que j'ai essayé de leur transmettre, les quelques valeurs dont j'ai pensé qu'elles devaient me survivre et passer à travers eux, je les leur ai transmises. Par exemple, Antonin, brillant avocat, nous dit « On pense toujours qu'on a tué le père, mais avocat, c'est une juste continuité de son travail. Il fait le porte-voix de causes qui ne sont pas les siennes. C'est exactement ce que je fais finalement. » Écoutez, ça m'émeut qu'il dise ça, mon petit garçon. Ça me fait très plaisir. On parle de votre père depuis tout à l'heure, on parle de vos enfants. On ne parle pas de votre mère. Oui. Vous m'en parlez? Si vous voulez. Si vous voulez. Allez-y. Elle était charmante. Elle était jolie jusqu'à la fin. Je lui dois l'amour de la littérature. Je lui dois de placer les livres au-dessus de beaucoup de choses et de presque tout le reste. Je lui dois d'avoir vécu des
des émotions romanesques, comme si c'était des émotions de ma vie. Je lui dois tout ça. Et je faisais et puis on était très très complices, très proches. Par exemple, c'était ma compagne de ski. Nous faisions du ski ensemble, et depuis qu'elle n'est plus là, moi qui étais un assez bon skieur, je n'ai plus fait de ski. On sent l'admiration immense pour votre père. Pour votre mère, c'est dans un autre registre, la relation que vous avez avec elle. Oui, mais comme souvent, bien sûr que dans mon rapport à ma mère, il y avait... Oui, c'était moins du côté de l'admiration, mais enfin tout ça, que du côté de la tendresse, du côté de... Voilà. Mais c'était une mère magnifique, mais je ne souhaite pas m'étendre là-dessus. Voilà. Ah oui, c'est moi. Voilà. Quand on se plonge dans votre enfance... Oui, ce qui m'arrive rarement. Oui, mais là, nous, vous on va me le faites faire des choses assez invraisemblables pour moi, mais bon. Oui, mais qui sont différentes. Oui. Il y a une biographie qui vous a été consacrée de Philippe Boggio, qui décrit votre enfance dans ces termes. Un enfant mélancolique, souvent plongé dans un étrange état de détresse, un garçon bourré de tics nerveux, mais qui dépense une énergie opiniâtre à présenter un visage de marbre et qui parviendra à contenir la plupart de ses dérèglements physiques à la force de volonté, son slogan officiel, avoir l'air d'un autre. Ce que je crois, c'est qu'il y a un devoir pour une femme ou pour un homme, il y a un devoir de maîtrise de soi qui me semble être un élément de civilisation minimale, quoi. Il faut se tenir. Il faut se tenir. C'est la phrase que j'allais dire pour conclure la vôtre. Bah oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on vous a éduqué, il faut se tenir. Il y avait des attentes fortes qui étaient mises sur les 3 enfants Lévy, votre frère, votre sœur. En 1969, il y a un élément important dans votre vie qui vient bouleverser, on va dire, une forme de quiétude de votre enfance. Votre frère se fait renverser par une voiture à Londres. Il tombe dans le coma. Il n'en sort pas indemne. Est-ce qu'on peut dire que cet événement a changé un peu les choses, puisque cette attente forte de vos parents, finalement, elle a été déplacée sur vous essentiellement? Oui. Probablement, oui. Je ne souhaite pas en dire plus. Mais je ne peux pas me contenter de si peu. Il faudra, hélas. Ça a été dur à porter, cette attente, pour vous? L'événement auquel vous faites allusion, ça a été une tragédie familiale, une tragédie d'abord pour mes parents, dont il y a eu un avant, il y a eu un après. Mais moi, j'avais 20 ans, ma vie avait commencé. Et voilà, non, vous savez, la première vocation d'un jeune homme, c'est vraiment de se défaire justement des attentes. Mais vous savez bien que ce n'est pas toujours possible. Oui, mais c'est sa vocation, c'est à quoi il est appelé. Ce que l'on attend de lui, ce à quoi on le requiert, ces regrets que les parents cousent dans leurs enfants, c'est peut-être ce dont il faut se défaire en premier. Et vous y êtes arrivé? Peut-être, oui. En tout Sur cas, le tard, non? Non. Non, pas si tard que ça. Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai été un jeune homme assez vite émancipé. Non, pas si tard. Non, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai le sentiment d'avoir été fidèle à ce que mes parents avaient de plus beau et de plus noble. Et puis, pour le reste, j'ai été fidèle à un autre idéal, qui est un idéal d'émancipation. Vous qui avez été élevé dans une forme d'athéisme, on l'a mise de côté, cette religion. Vous dites, à 30 ans, je me suis heurté à ce vide-là, mon rapport au judaïsme, qui est relativement intime désormais, est parti de ce vide. Il a fallu tout retrouver. Votre sœur, elle, s'est convertie au catholicisme. Votre frère, non. Il est resté athée, donc j'imagine. Et vous êtes devenu juif à 30 ans, d'une certaine manière. Oui, enfin, je l'ai
Je l'ai toujours été, j'ai toujours su que je l'étais. Mais c'est vrai qu'à 30 ans, je le suis devenu de manière plus déterminée, de manière plus positive, c'est-à-dire en entrant dans les textes. Et... En mémoire du juif que votre père était? Non. Ou à l'inverse, en transgression faite à son injonction de ne pas l'être? Oui, c'est plus probablement ça. Mais vous savez, c'est une histoire que connaissent bien la plupart des juifs européens de mon âge. Il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, cette tentation-là. La tentation de penser qu'être juif, c'était moins un cadeau qu'un fardeau. Que c'était moins une bénédiction qu'une malédiction. Que cela pouvait être l'autre nom d'un cauchemar. Il y a eu cette tentation chez les rescapés de la Shoah et chez ceux qui se sont battus contre les nazis, ce qui était le cas de mon père. Donc il a fallu traverser ce blindage-là pour revenir à la vitalité du texte juif. Et je suis venu au texte, à la Torah, au Talmud, à partir d'un socle philosophique pour avancer sur ce chemin-là. Et puis, il y a un moment dans ma vie d'écrivain et de philosophe où je crois que si je n'avais pas fait jaillir en moi cette source vive-là, je me serais arrêté. J'aurais plus écrit de livre. Voilà. J'avais écrit La barbarie visage humain il y a maintenant 36 ou 37 ans. Et peut-être qu'il n'y aurait pas eu de livre après si je ne m'étais souvenu très profondément que j'étais juif et de ce que cela voulait dire. Et que cela pouvait être le cœur vivant et le cœur battant d'une pensée et d'un être. Et c'est un événement qui dure. Et que vous avez donc transmis à vos enfants. Et que je suis très fier d'avoir transmis à ma fille et à mon fils, oui. Et je sais que l'un ou l'autre, l'un comme l'autre, si d'aventure quelqu'un s'amusait à leur dire qu'ils ne sont qu'à moitié juifs, ils le prennent extrêmement mal. Vous avez hérité de votre père son côté héroïque, on va dire, sa religion finalement, dans un autre genre qui n'a rien à voir, mais aussi donc de sa fortune. C'est particulier de ne pas avoir besoin de travailler pour vivre. C'est un cadeau ou un fardeau, ça? Écoutez, je ne sais pas si j'ai besoin de travailler, mais je travaille beaucoup. Je peux vous le dire. Peut-être, mais vous n'en avez pas besoin. Donc, c'est un cadeau ou un fardeau? Je travaille énormément. Je travaille sans cesse, sans me lasser. Voilà. Alors, c'est plutôt un cadeau, parce que le fait d'en avoir moins besoin que d'autres fait que je travaille à ce qui me convient, à ce qui me semble important. Et ça, c'est vrai que c'est un... oui, alors ça, j'en remercie mes parents. Je devrais les en remercier tous les jours. Avoir la possibilité de passer chaque jour qui se lève et chaque nuit qui se couche à étudier, à écrire, c'est magnifique. Oui, bien sûr, c'est un cadeau, oui. À un moment donné, ça a été un peu l'enfant gâté. Vous vous souvenez, en 75, vous fondez à 27 ans un quotidien, L'Imprévu, un journal aux dépenses, somptuaires, qui met la clé sous la porte au bout de, je crois, 11 numéros, 8 millions de francs, une facture réglée par votre père. À l'époque, le train de vie était somptuaire, quoi. Les huîtres, le champagne, etc. Ça, c'est quoi, une erreur de jeunesse? Ça, oui, bien sûr, c'est une erreur de jeunesse, mais c'est surtout le signe... c'est la preuve que mon père était vraiment quelqu'un de formidable. Parce qu'il savait... Attendez, il savait dès le premier... En effet, on était en 75 et je m'étais mis en tête de créer un quotidien, un journal quotidien qui devait rivaliser à l'époque, je ne sais pas, avec Libération qui existait déjà. Mon père savait que c'était une erreur. Il savait que j'allais me planter, mais il savait que j'en avais le désir chevillé au corps, et il savait que je me le reprocherais toute ma vie si je ne le tentais pas. Et il m'a permis d'aller au bout de cette erreur. C'est formidable. C'est formidable quand j'y repense. C'est vrai que c'était une aventure folle. Il l'a rendue possible. Voilà. Alors après, oui, après j'étais... Vous avez mené la grande vie. J'étais celui que j'étais, c'est-à-dire quelqu'un de peu recommandable, peut-être à l'époque, oui. Pour nous éclairer de ce rapport à votre père et à l'intellectuel engagé que vous êtes, on a demandé
à un grand écrivain d'être là, c'est Christine Angot. Bonsoir Christine Angot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je crois que vous êtes proche avec Bernard Henry. Et puis on avait lu évidemment un article que vous lui aviez consacré dans Le Point en 2010. Et on avait l'impression que vous aviez le sentiment de besoin de rétablir une forme de vérité sur Bernard Henry. Vous trouviez qu'il était injustement attaqué. Je n'ai pas eu à rétablir aucune vérité, puisque quand j'ai fait ce texte, Le Point m'a demandé d'écrire ce portrait, je n'avais jamais rencontré Bernard-Henri Lévy. Donc je l'ai rencontré. Évidemment, j'en avais entendu parler, comme tout le monde, et tout ce qu'on dit de lui, je l'avais entendu, naturellement. Et donc le mieux, c'était de l'écouter lui. Donc rétablir une vérité, oui, par rapport à un mensonge. Oui, il y a une forme de mensonge, mais si vous voulez, moi, ce qui me frappe, là, depuis que je suis dans mon petit fauteuil et puis que j'écoute ce qui se passe dans les grands fauteuils rouges, ce qui me frappe, c'est depuis le début, mais depuis la première prise de parole de Bernard-Henri Lévy, c'est la mise au point. Tout de suite. Et au fond, il ne fait que ça. Et dans l'espace public, c'est la même chose. La mise au point. Et tout de suite, après le sujet qui a été fait sur lui, la mise au point, pas pour n'importe quoi, non, la mise au point pour protéger quelqu'un, son père, en l'occurrence. Après, à chaque fois que vous lui posez une question, alors que l'invité modèle dirait « mais absolument, vous avez tout à fait raison », etc. Et autrement dit, il chercherait à vous séduire, je pense qu'un des mots qu'il a utilisé le plus, c'est « non ». Non. Vous pensez que c'est un plus ou c'est un moins pour faire c'est un plus. Non, mais c'est un plus. C'est suffisamment. Ça peut être désagréable et ça peut être antipathique parce que les gens n'aiment pas s'entendre dire non sans arrêt. L'idée, c'est ça. Bernard-Henri Lévy passe son temps à dire à tout le monde non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il aurait mieux valu faire comme ça. Non, vous avez tort. C'est pas là qu'il faut aller, etc. Il passe son temps à ça. Vous avez parlé d'un attachement au bien et au mal, hein. Et oui, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre du bien et des choses qui sont plutôt de l'ordre du mal. Alors, vous voyez, ça, évidemment, ça fait que même si vous enveloppez le mal dans l'humour, eh bien, lui, voilà, il enlève le paquet cadeau de l'humour et puis il regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Très bien vu, bon. Christine Angot. Je vais vous laisser dans un instant revenir, mais là-dessus, Bernard-Henri Lévy. Je crois que si un intellectuel ne fait pas ça, il ne fait rien. Un intellectuel ne peut pas être un... C'est quoi l'inverse? L'inverse, c'est oui, c'est béni, oui, oui. Bon, on peut être... Il y a des intellectuels bénis, oui, oui. Moi, je suis un intellectuel qui, en effet, essaie plutôt de dire non. À quoi bon, sinon? À quoi bon? Si c'est pour aller dans le sens de l'ordre des choses, si c'est pour donner son assentiment à tout ce qui se dit, c'est pas la peine. L'époque le fait toute seule. Il n'y a qu'à ouvrir les journaux, il n'y a qu'à regarder la télé, il n'y a qu'à écouter le bruit de la ville. L'époque fait ça toute seule. Christine Angot, et ce côté que vous décrivez, c'est ce qui fait de lui, pour certains, un intellectuel engagé agaçant. Je ne sais pas, moi, ce qui agace les gens. Hein, je veux dire... Moi, ce que j'admire énormément chez lui, c'est le fait que la culture, que l'art soit une chose importante. Il respecte ça. Il pense que la vérité, on ne l'atteint pas seulement par le discours politique. Regardez autour de vous, les gens qui sont dans sa position, vous me direz combien vous en trouvez qui respectent vraiment l'art et la littérature. Merci Christine Angot de cet éclairage-là. Je vous en prie. Bernard-Henri, on va essayer de comprendre aussi ce qui vous fait vouloir comme ça peser sur le monde. Mais pour ça, il faut évidemment raconter cet engagement. Et vous le disiez tout à l'heure, vous êtes allé au Bangladesh, vous étiez tout jeune. Vous aviez quel âge en 1971 ? 23 ans. Et vous répondez, là pour le coup, pas à votre père, mais à une forme de deuxième père, André Malraux. Si nous voulons faire quelque chose pour le Bengale, nous devons commencer par nous battre. J'ai ajouté que le hasard faisait que j'avais une petite expérience militaire relativement rare chez les intellectuels et que par conséquent j'étais prêt à prendre un commandement militaire sous direction bengalise. Eh bien ça, vous voyez, je trouve que ça a de la gueule. Voilà, ça je trouve que ça a de la gueule.
Et c'est vrai que le jour où j'ai entendu cette voix... que vous aimez, cette voix si particulière? Cette voix de jeune homme cassé, oui. Cette voix de vieil homme qui se souvient du jeune homme qu'il a été. Et il y a une suite de la phrase qui était de cette allocution extraordinaire où il dit « Je ne suis peut-être plus en état de piloter un avion, mais je peux encore piloter un char. » Il faut imaginer le Malraux de ce temps-là, qui était vraiment fatigué, qui commençait vraiment à prendre de l'âge, et il faut l'imaginer, 10 ans, je suis encore capable de piloter un char. Vous êtes en pleine forme, vous avez 23 ans, vous travaillez dans le quotidien Combat de Philippe Tesson, et vous entendez ça, et vous y allez. Qu'est-ce que vous ressentez pour la première fois quand vous êtes au Bangladesh? La guerre, de toute façon, mais ça, j'aurais à le redécouvrir par la suite, mais là, c'est le premier choc, c'est quelque chose d'absolument immonde. Et ceux qui croient, vous savez, adieu que la guerre est jolie, ceux qui croient qu'il y a une poésie de la guerre, une grandeur de la guerre ou un romantisme de la guerre sont vraiment des crétins. La guerre, c'est laid. C'est le règne de l'effroi. Moi, j'ai 20 ans. Vous avez vu une photo, vous avez fait passer une photo tout à l'heure qui est une photo de ce temps-là. J'étais un petit garçon encore. J'ai vu des choses qu'un jeune homme ne devrait pas voir. Vous avez le sentiment de donner un sens à votre vie à ce moment-là? Non, pas un sens à ma vie. Ma vie avait tout à fait son sens par ailleurs, à travers la femme que j'aimais, les amis qui m'étaient chers. Non, c'est la naissance de l'idée qu'être un écrivain, ça a un sens si on fait de l'écriture, comme le disait Christine Angot tout à l'heure, un instrument de vérité. Et quand vous y êtes là-bas, vous décrivez, vous êtes dans la zone de guerre. Votre père, il est dans votre tête? Ah oui, bien sûr qu'il est là. Bien sûr que je fais cela contre lui et pour l'impressionner. Contre lui, je veux dire par là que mes parents ont été terrorisés quand ils ont compris que j'étais en train de faire le reporter de guerre dans ce trou noir du monde qu'était le Pakistan oriental. Mais moi, j'avais le sentiment d'être au contraire digne de lui, bien sûr.